Nous sommes dans un monde de migration. Notwendige, verstärkte legale Arbeitsmigration. Nous sommes un pays qui a toujours été fait de migration. Wir schaffen das. Migrant-entrepreneur. Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts franco-allemands intitulée Migrant-entrepreneur, un podcast commun du programme de dialogue européen de la Fondation Friedrich Naumann pour les libertés et les voix franco-allemandes de la jeunesse. Moi, c'est Jeannette Zuz, je suis responsable des affaires européennes auprès de la Fondation à Bruxelles et j'y dirige également les activités avec la France. Bonjour à toutes et tous. Et moi, je suis Sébastien Martin, président fondateur des Voix franco-allemandes de la jeunesse, également connu sous l'abréviation des VFAJ-DFSJ. Avec notre podcast Migrant-entrepreneur, nous cherchons à présenter des histoires de réussite de migrants et migrantes qui entreprennent en France et en Allemagne. Au travers du regard d'universitaires, de décideurs politiques et de facilitateurs, nous chercherons à comprendre comment les migrants-entrepreneurs façonnent la société dans ces deux pays, ainsi que leur rôle dans l'innovation des entreprises de nos deux pays. Avant de définir les notions relatives à l'entrepreneuriat migré, d'un point de vue aussi bien allemand que français, Sébastien, pourquoi ne pas expliquer brièvement à nos auditeurs et nos auditrices ce que sont les voix franco-allemandes de la jeunesse ? Avec plaisir. Avec les Voix franco-allemandes de la jeunesse, nous créons une plateforme franco-allemande de participation de la jeunesse dans les formats politiques et économiques, en étant tournée vers l'avenir et l'appréhension des grands enjeux contemporains. Pour ce faire, nous abordons des thèmes tels que le Green Deal, l'innovation, l'éducation, l'Union européenne dans le monde, et tentons d'y apporter un regard novateur. Et toi, Jeannette, peux-tu nous en dire un peu plus sur le travail des fondations politiques et de la FNF ? Si je comprends bien, les fondations politiques sont une particularité allemande et n'existent pas en France. Oui, tout à fait. Les fondations politiques en Allemagne sont des institutions publiques à but non lucratif et sont donc financées par des fonds publics dont la mission est l'éducation politique. La Fondation Friedrich Naumann pour les libertés est affiliée au Parti politique libéral-démocrate, la FDP en Allemagne, et défend tout particulièrement les idées de la liberté individuelle, sociale et économique. Et la liberté, elle comprend aussi bien la liberté d'entreprendre. Et c'est justement aussi le sujet de notre podcast. Donc, comment donner aux migrants les moyens de créer leur propre entreprise et de contribuer ainsi en Allemagne, en France et en Europe. Formidable, mais nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Bien au contraire. Viviane Spitzhofer, boursière en thèse de la FNF, ainsi que Lisa Pajot, membre des VFAJ, nous guiderons à travers ce podcast aux côtés de personnes interviewées passionnantes. Migrant-entrepreneur. Exactement. Merci Sébastien et Jeannette. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je m'appelle Viviane Spitzhofer et je suis boursière en thèse de la Fondation Friedrich Naumann. Bonjour à tous, je m'appelle Lisa Pajot. Je suis ravie de représenter les voix franco-allemandes de la jeunesse et je me réjouis d'accueillir les deux experts qui nous accompagneront lors de cet épisode. Dans notre premier épisode, nous interrogeons deux experts dans le domaine de l'entrepreneuriat migrant afin de nous aider à définir qui sont les entrepreneurs migrants, nos migrants-entrepreneurs en France et en Allemagne, et quelles sont les embûches qu'ils rencontrent sur leur chemin. Nous voulons également établir un lien entre l'esprit d'entreprise des migrants et l'innovation. Et je suis heureuse d'accueillir nos invités aujourd'hui, M. Flavien Marcon, adjoint au secrétariat général des affaires européennes, SGAE, un service sous la responsabilité du Premier ministre français, et Mme Alexandra David, chercheuse associée à l'Institut Arbeit und Technik pour le travail et la technologie de la Westfälische Hochschule en Allemagne. Du côté français, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Flavien Marcon, juriste de formation et actuel adjoint à la chef de secteur Frontières, Asile, Migration, au sein du secrétariat général des affaires européennes. Le SGAE, donc, en tant que service du Premier ministre, est en charge de la coordination, de l'arbitrage et finalement de la définition de la position française, notamment au sein du Conseil de l'Union européenne. En tant qu'adjoint, M. Marcon est plus particulièrement en charge des négociations relatives à la migration légale, à l'intégration et aux fonds européens. Monsieur Marcon, bonjour et bienvenue dans notre podcast. Bonjour et merci à toutes les deux pour l'invitation, je suis vraiment ravi d'être là. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Alexandra David, experte de l'entrepreneuriat des migrants en Allemagne. Les recherches de Madame David se concentrent sur l'innovation, l'espace et la culture, ainsi que sur les thèmes de l'intégration des migrants. Il nous fallait donc l'inviter pour notre premier épisode de podcast. Bonjour à vous, Madame David.
Oui, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là et d'avoir l'occasion de discuter de ce sujet passionnant avec vous. Migrant-entrepreneur. Pour commencer, il semble que le terme de migrant-entrepreneur soit une notion peu connue du public aujourd'hui. Monsieur Marcon, pouvez-vous nous en dire plus sur cette notion d'entrepreneur migrant ? De qui parlons-nous exactement ? S'agit-il des personnes venant de pays tiers, des réfugiés, ou encore de ressortissants français et allemands comme vous et moi qui s'expatrieraient ? Donc tout d'abord, on va faire une distinction entre étrangers et immigrés. Donc un étranger, c'est une personne qui ne détient pas la nationalité française, alors que l'immigré, c'est une personne qui est née à l'étranger, avec une nationalité étrangère, et qui vient s'installer en France. Donc il y a vraiment l'idée de franchissement de frontières. Donc en fait, aussi bien un étranger peut ne pas être un immigré. Par exemple, donc une personne qui est née en France, n'a pas franchi de frontières, mais qui n'a pas la nationalité française, sera un étranger mais pas un immigré. Et réciproquement, un immigré n'est pas toujours un étranger, puisque en effet, en France, plus de 40% des immigrés résidant dans notre pays sont français. Les personnes que nous qualifions d'entrepreneurs migrants sont donc des ressortissants de pays tiers, ce qui exclut les ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne. Par exemple, en France, nous ne considérons pas qu'un entrepreneur allemand venu donc entreprendre en France est un entrepreneur migrant. Donc ce sont également des personnes qui entreprennent, c'est-à-dire qui font preuve d'un sens d'initiative accompagné d'un certain pouvoir créateur. Et enfin, ce sont des personnes indépendantes. C'est en cela qu'elles se distinguent de l'autonomie d'un cadre, par exemple. Enfin, considérant aussi la question des bénéficiaires de la protection internationale, donc les réfugiés, mais également les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, bien entendu, à partir du moment où ils se sont vus octroyer le statut de réfugié, ils ont un titre de séjour, une carte de résident, et ils ont le droit d'entreprendre comme n'importe quel migrant en situation régulière en France. C'est là une différence intéressante que vous soulignez. Notre interlocutrice allemande nous le confirmera, mais il me semble que l'Allemagne a une manière bien différente de comptabiliser les entrepreneurs migrants. Madame David, l'Allemagne prend en compte les ressortissants des États membres de l'Union dans ses statistiques sur les entrepreneurs migrants, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien d'eux qu'on désigne. En fait, les citoyens de l'Union européenne et les entrepreneurs français relèvent également de la définition allemande, même si on a tendance à ne pas les prendre en compte dans le débat public. En général, les définitions allemandes et françaises diffèrent. En Allemagne, nous utilisons souvent le micro-recensement, qui est une statistique officielle. Le terme de micro-recensement englobe à la fois ce que l'on appelle la première génération, c'est-à-dire les personnes ayant leur propre expérience migratoire, mais aussi leurs descendants, c'est-à-dire la deuxième génération, et maintenant même la troisième. Par conséquent, la définition couvre un groupe très hétérogène et inclut des personnes de différents milieux socio-économiques et de différentes origines. Dans nos podcasts, nous nous concentrons sur le groupe des ressortissants de pays tiers. Ce groupe est-il confronté à des défis particuliers ? Oui, les ressortissants de pays tiers se distinguent des autres groupes compris sous le terme de migrants-entrepreneurs, principalement par le besoin d'avoir un visa, puisqu'ils doivent demander un titre de séjour. Ils sont obligés de faire une demande de visa à l'avance depuis leur pays d'origine, suivant la loi sur l'immigration des travailleurs qualifiés. Cela nécessite un niveau d'organisation assez élevé, je pense, des compétences linguistiques relativement bonnes, ainsi qu'une connaissance des conditions locales, donc, par exemple, une bonne compréhension des écosystèmes entrepreneuriaux, notamment aussi des réglementations et des règles d'entrée sur le marché. Pour les réfugiés, le permis de séjour joue un rôle important, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent normalement fonder une entreprise qu'après avoir été reconnus, c'est-à-dire après avoir obtenu un statut de protection. Monsieur Macron, Madame David, si je vous comprends bien, les migrants-entrepreneurs venant des pays tiers apportent avec eux des qualifications très différentes, ont également des antécédents et des besoins différents. En effet, toute généralisation est rendue très délicate par l'hétérogénéité des profils des migrants. C'est une réalité qui est diffuse, qui est liquide, celle du migrant-entrepreneur, qui recouvre, comme vous l'avez dit, une multitude de situations différentes. Pour être qualifié de migrant-entrepreneur, par exemple, un auto-entrepreneur, donc souvent une personne peu ou pas qualifiée, qui se caractérise donc par un travail salarié dissimulé, si je puis dire, auprès d'une société de livraison, par exemple, donc différentes sociétés de plateforme, donc je ne mentionnerai pas. Cela peut également recouvrir donc le réfugié hautement qualifié qui lance une start-up, par exemple, dans le domaine médical, ou encore le patron d'un commerce de proximité ou d'un bar-restaurant. Je comprends.
Cela veut dire que l'on a affaire à des personnes de tout horizon. Les programmes d'accompagnement des migrants entrepreneurs devraient donc s'adapter à la situation de chacun et chacune. Oui, c'est exact. Le groupe de migrants entrepreneurs est hétérogène et les personnes apportent avec elles différents niveaux d'expérience préalable en matière de création d'entreprise. Les programmes de soutien devraient donc être disponibles à différentes étapes du processus de démarrage et, idéalement, offrir une assistance sur mesure. En outre, les programmes de soutien devraient inclure les expériences des personnes et tenir compte de leur parcours éducatif et, au mieux, de leur biographie professionnelle. Cela signifie que vous ne pouvez pas tout généraliser, mais il est important de regarder plutôt où sont les besoins individuels et comment puis-je les couvrir. De nombreux immigrés qui souhaitent créer une entreprise en Allemagne ne sont pas du tout inexpérimentés et peuvent simplement avoir besoin d'aide plus tard pour se constituer un réseau et pas du tout pour la création d'entreprise elle-même. Alors que d'autres peuvent avoir besoin d'aide dans les premières phases de démarrage, par exemple dans la recherche de financement. Migrant-entrepreneur. Bien, les migrants-entrepreneurs ont des parcours bien différents. Mais pourquoi considère-t-on alors cela important de les définir en tant que groupe à part entière ? Alors, juste pour rappel, les migrants entrepreneurs, au sens de l'entrepreneuriat classique donc, constituent un groupe assez marginal parmi les résidents de pays tiers, résidant durablement en France. Néanmoins, je trouve que l'étiquette migrant-entrepreneur est intéressante au moins à 2 titres. Premièrement, l'entrepreneuriat est un indicateur de réussite de la politique d'intégration, car elle requiert un degré d'intégration élevé dans la société d'accueil pour, in fine, entreprendre, innover et se lancer dans cette activité qui est quand même une activité risquée. Et d'autre part, le migrant entrepreneur est un symbole fort, une image puissante. En effet, elle parle à notre imaginaire. L'entrepreneuriat des migrants a le vent en poupe auprès d'institutions et du monde économique. Et en effet, les projets qui l'épousent permettent de communiquer sur des histoires de réussite et activent un imaginaire vitaliste de l'intégration. Cette réussite nous montre que l'entrepreneuriat est une chance pour les migrants eux-mêmes. Tout à fait. L'entrepreneuriat est une chance véritable à la fois pour le pays d'accueil, mais également pour le migrant. Je pense à 3 titres. Premièrement, c'est une opportunité d'insertion professionnelle sans déclassement pour les étrangers primo-arrivants. Deuxièmement, c'est également une voie possible pour les étrangers qualifiés qui ne pourraient pas, par exemple, exercer leur profession d'origine parce que celle-ci est réglementée en France. Et troisièmement, c'est un moyen pour certains publics de sortir de l'économie informelle. S'il fallait mettre un bémol à ce tableau d'ensemble, on pourrait dire que ça peut représenter un risque personnel avec des conséquences financières et psychologiques en cas d'échec pour le migrant. Madame David, comment voyez-vous les choses ? Pensez-vous que l'étiquette migrant-entrepreneur ait un sens ? Pensant au programme de financement, vous avez expliqué qu'il est logique d'orienter les financements davantage vers les besoins individuels, ainsi que de tels programmes, par exemple pour les personnes qui ont besoin d'aide pour financer leurs projets de création d'entreprise ou pour la mise en réseau, peuvent théoriquement être ouverts à tous et ne doivent pas s'adresser uniquement aux migrants. Alors, avons-nous besoin de ce label ? Avons-nous besoin d'un financement spécifique ? En principe, l'étiquetage peut donc être positif et négatif à la fois. Dans ce cas, elle peut être positive en ce qui concerne les programmes de soutien. Les entrepreneurs migrants ont besoin de mesures spéciales qui visent, par exemple, à l'acquisition de compétences linguistiques ou à la sensibilisation des différences culturelles potentielles. Ils ont besoin d'un accès facilité au financement, de moins d'obstacles bureaucratiques et des mesures antidiscriminatoires. Il est alors logique et acceptable d'étiqueter ou de catégoriser, bien qu'il faille déjà être prudent et surtout garder à l'esprit les besoins spécifiques du groupe ciblé. De plus, le credo ou mon credo, le soutien doit se faire au niveau individuel et être adapté aux différentes réalités afin de mettre l'accent sur l'égalité des chances. À cet égard, nous devrions nous distancer de la catégorisation migrants et plutôt intérioriser que différentes catégories et individus ont besoin d'un soutien approprié au groupe ciblé. Migrant-entrepreneur. On peut affirmer que le soutien financier et moral est crucial pour la réussite des migrants-entrepreneurs. Pour nos auditeurs, quelles sont les voies légales d'immigration pour les ressortissants de pays tiers pour entreprendre en France ? Alors les possibilités existantes s'inscrivent dans un cadre légal qui est très riche et qui, de fait de sa richesse, est parfois complexe à appréhender.
Dans l'ensemble, je dirais qu'il existe 4 dispositifs principaux. Le premier est celui de la carte de séjour commerçant, industriel ou artisan. Le second, la carte de séjour temporaire, recherche d'emploi ou création d'entreprise. Le troisième, une carte de séjour pluriannuelle, passeport talent, création d'entreprise. Donc cette carte destinée vraiment à un public spécifique, diplômé, avec une recherche donc d'innovation. Et enfin, c'est en lien avec le troisième titre, la French Tech Visa for Founders, qui est un passeport talent, projet économique innovant. Donc vous voyez, avec ces 4 dispositifs, on s'adresse à des publics qui sont fortement différents et ça rejoint finalement l'hétérogénéité des profils que nous avons relevés préalablement. Mais par ailleurs, du fait des conditions propres à chacun des dispositifs et des pièces justificatives également propres à chacun des dispositifs, ça peut être une source de complexité, notamment pour des personnes qui ne maîtrisent pas toujours la langue du pays d'accueil. Madame David, est-ce que c'est pareil en Allemagne ? Au début de notre conversation, vous avez déjà souligné que les ressortissants de pays tiers, en particulier, doivent remplir toute une série de formalités. Par exemple, ils doivent faire une demande de visa à l'avance depuis l'étranger, via la loi sur l'immigration des travailleurs qualifiés. Pour demander le visa, le migrant-entrepreneur doit soumettre un plan d'affaires exhaustif. Vous devez également indiquer le lieu en Allemagne où vous souhaitez démarrer l'entreprise. Cela signifie que les migrants-entrepreneurs doivent être bien informés des exigences nationales et régionales avant d'entrer en Allemagne. Absolument. Ce sont tous des obstacles que ces personnes veulent et doivent surmonter. Lorsque je demande un visa depuis l'étranger, je dois déjà savoir quelles sont les conditions locales. Par exemple, si je ouvrais une librairie à Münster, je dois savoir à l'avance combien de librairies il y a déjà dans cette ville. Je dois savoir qui sont mes clients potentiels. Et c'est un défi lorsque vous devez analyser et connaître les conditions locales depuis l'étranger. Alors cela devient difficile. À cet égard, nous pouvons supposer que lorsqu'une personne originaire d'un pays tiers vient en Allemagne pour créer une entreprise, elle est vraiment très bien préparée et apporte avec elle beaucoup de potentiel, ce qui doit absolument être encouragé. Madame David, en tant qu'experte des migrants-entrepreneurs, je suis sûr que vous pouvez nous parler de l'état d'avancement des projets qui ont déjà été mis en œuvre, par exemple les projets qui identifient les meilleures pratiques, et de nombreux projets visent à développer des solutions pour promouvoir l'entrepreneuriat des migrants. Au niveau de l'Union européenne, par exemple, il y a le projet Migrant Acceleration for Growth, Network for Entrepreneurship Training, Magnet. Et il y a plusieurs études de l'OCDE sur le sujet, et de nombreux autres projets. Mais qu'est-ce qui manque encore ? Oui, en effet, il y a ces projets que vous avez mentionnés. Et en plus, il y a des réseaux comme l'EMEN, European Migrant Entrepreneurship Network, par exemple, ou des projets individuels comme ENTA to Transform, qui tentent de créer un environnement propice à l'entrepreneuriat des migrants et s'adressent aux réfugiés ou aux ressortissants de pays tiers. À mon avis, les programmes sont encore relativement peu connectés. Et c'est quelque chose dont nous discutons essentiellement par intermittence, depuis, je dirais, presque une décennie. Ils n'abordent pas non plus nécessairement le travail dans les écosystèmes régionaux. Nous devrions y penser davantage. De quoi ces réseaux sont-ils capables ? Quel genre de connaissances sont réellement regroupées ici ? Et qu'est-ce qui peut être utilisé au niveau régional pour les personnes sur le terrain ? Il est nécessaire d'obtenir davantage de soutien de la part des acteurs politiques, par exemple, qui pourraient accompagner le processus dans cette direction. Ça serait l'objectif futur pour moi. Monsieur Macron, du côté du gouvernement, j'en suis sûr que vous pouvez nous parler des mesures prises par le gouvernement pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat. Alors la politique publique d'intégration constitue l'un des axes principaux de la politique migratoire française. L'un de ses volets essentiels est l'accompagnement vers l'emploi. Cette affirmation est particulièrement présente sous ce quinquennat, notamment avec notre président de la République qui en a fait une de ses priorités sous sa présidence en tant que politique sociale. Et cela est également vrai pour les migrants. La politique d'intégration contribue ainsi à faciliter la création d'entreprises par les migrants entrepreneurs, pour reprendre votre terme, grâce à un certain nombre d'actions. Par exemple, l'offre linguistique que propose donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui prévoit des formations linguistiques jusqu'au niveau B1, puisque la maîtrise de la langue est primordiale pour un créateur d'entreprise, encore plus qu'elle ne peut l'être pour un salarié. Il est également possible d'accéder à une formation civique, à partir du moment où on s'installe durablement sur le territoire, qui apporte finalement les bases juridiques et culturelles nécessaires au monde du travail et de l'entrepreneuriat.
et en parallèle est développée une adaptation de la procédure de validation des acquis de l'expérience qui permettrait à un plus grand nombre d'étrangers primo-arrivants d'accéder à une certification souvent nécessaire pour exercer une activité professionnelle, notamment l'entrepreneuriat qui ne s'invente pas. Donc, dans l'ensemble, beaucoup de choses sont déjà faites dans le domaine, à la fois dans la recherche et du côté du gouvernement. Last but not least, les migrants contribuent également à plus de création de valeur et d'innovation avec leurs startups. Madame David, vous faites des recherches précisément sur cette interface entre l'innovation et l'entrepreneuriat des migrants. Dans quelle mesure l'entrepreneuriat des migrants contribue-t-il réellement à plus d'innovation en Allemagne? Et comment définir l'innovation dans ce contexte? Parce que l'innovation se fait principalement à petits pas. Oui, exactement. Je voudrais donc commencer par expliquer le concept d'innovation. L'innovation n'est tout simplement pas linéaire. On parle souvent de l'innovation comme si une étape après l'autre conduisait à une innovation, mais ce n'est pas le cas. Les innovations se produisent généralement dans des constellations d'acteurs, dans des réseaux, par le biais de la coopération, et ces innovations sont ensuite diffusées dans un ou plusieurs réseaux composés d'un grand nombre de personnes qui y participent et les développent. L'innovation peut aussi être, par exemple, le fait d'aborder un problème d'une manière nouvelle, c'est-à-dire d'envisager les choses sous un angle différent, et donc d'être potentiellement capable d'offrir de nouvelles solutions aux problèmes. Les migrants peuvent apporter une énorme contribution à l'innovation, parce qu'en partie, ils apportent simplement d'autres contextes culturels avec eux, et donc, par exemple, également un état d'esprit différent. À cet égard, ils jouent, pour moi, un rôle très important dans le processus d'innovation. Et surtout, aujourd'hui, nous sommes confrontés à de grands défis mondiaux, par exemple la crise climatique, et nous avons besoin de nouvelles solutions innovantes. Oui, exactement. Donc il est important avant tout que l'opinion de ce groupe puisse être prise en compte. Elle doit être entendue, en particulier par ceux qui ont été moins ouverts aux nouvelles idées et aux commentaires. Plus précisément, je veux dire que les parties prenantes établies offrent aux nouvelles parties prenantes, telles que les migrants, une invitation active à participer à la co-création, parce que, en fait, ce n'est qu'alors et seulement qu'il peut y avoir un élan pour le nouveau. La participation active est un bon mot-clé. Pour conclure, notre échange, je souhaiterais... Comment pensez-vous que l'esprit d'entreprise des migrants contribue à la société et à l'économie ? Alors oui, en effet, je souhaiterais affirmer en conclusion, que l'entrepreneuriat des migrants est une véritable richesse pour notre économie et plus généralement pour notre société, puisque ces personnes amènent avec eux leurs compétences, leurs qualifications évidemment, leur audace aussi, puisque lancer une entreprise n'est jamais chose aisée, et cela d'autant plus lorsqu'il s'agit de le faire à l'étranger. Mais ils apportent également leur savoir-faire et leur culture. L'innovation est affaire de création, comme vous le savez, et celle-ci est appliquée certes à un projet, une méthode, mais la création est centrale et motrice dans le process d'innovation. Ce processus créateur, je pense, naît de la confrontation des idées, des façons de faire, et qui pousse à cette remise en question nécessaire. Et c'est ce que le migrant entrepreneur apporte. Oui, tout d'abord, je suis d'accord avec M. Marcon, mais je voudrais bien ajouter quelques exemples. D'une part, les entrepreneurs migrants agissent en tant qu'employeurs, en tant qu'entreprise de formation. Et de plus en plus souvent, ils mettent en place l'approvisionnement local. Et comme M. Marcon a déjà dit, dans l'ensemble, tant dans le passé qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup contribué à la société et à l'économie, en Allemagne et dans toute l'Europe. Un bel exemple un peu schématique. Ce sont les cafés avec terrasse en Allemagne, où nous mangeons ensemble à l'extérieur, qui sont nés sous l'impulsion des personnes issues de migration. Au niveau mondial, les migrants et leurs descendants sont aujourd'hui présents dans tous les domaines et ils innovent également à petite et grande échelle. Une restriction n'est donc pas possible et n'est pas non plus souhaitable. Cela montre simplement l'importance de l'immigration et l'importance de l'épanouissement individuel de ces personnes. Migrant-entrepreneur. Merci Madame David et Monsieur Marcon d'avoir expliqué les termes et la terminologie du sujet, ce qui nous a permis de définir le cadre de nos podcasts. Le thème des migrants-entrepreneurs est complexe et nous n'avons certainement pu couvrir qu'une partie du tableau d'ensemble. J'ai trouvé très intéressant d'examiner avec vous aujourd'hui l'interface entre l'esprit d'entreprise des migrants et l'innovation. Pour synthétiser, je dirais qu'au regard de la crise du Covid-19, l'innovation, moteur de la croissance économique, est indispensable. Il est nécessaire de promouvoir l'égalité des chances afin que chacun et chacune puisse s'épanouir librement. Monsieur Marcon, Madame David,
Un grand merci pour votre contribution à notre premier épisode de ce podcast. Jeannette et Sébastien, je vous laisse conclure et introduire les sujets passionnants des prochains épisodes. Oui, avec plaisir, Lisa. Je vous remercie tout d'abord, Madame David et Monsieur Marcon. Nous avons entendu aujourd'hui que la définition des migrants entrepreneurs est plus étroite en France qu'en Allemagne. Mais dans les deux pays, il fait référence à un groupe large et hétérogène. Dans ce contexte, nous avons vu que les programmes de soutien destinés aux migrants entrepreneurs devaient être adaptés aux besoins individuels. Et dans les deux pays, le cadre juridique de l'entrée sur le territoire est complexe, ce qui place les fondateurs potentiels d'entreprises devant des obstacles bureaucratiques difficiles à surmonter, surtout sans connaissance préalable de l'allemand et du français. Ce que je retiens de l'entretien avec nos invités aujourd'hui, c'est que les migrants entrepreneurs en Allemagne comme en France peuvent être un symbole d'intégration réussie et qu'ils ont contribué à construire et à influencer la société et l'économie moderne en Allemagne et en France. Je remercie chacune et chacun des protagonistes de nous avoir donné cet éclairage du sujet, avec la perspective française et allemande. Dans nos prochains podcasts, nous vous présenterons les incubateurs, programmes étatiques soutenant les migrants entrepreneurs au quotidien, qui les coachent et les aident à relever les défis qu'ils peuvent rencontrer. Bien évidemment, dans les éditions ultérieures, nous aurons des échanges avec des entrepreneurs eux-mêmes. Ils vous partageront leurs expériences et leur vécu.